j'ai découvert que j'étais juif le jour de mon arrestation. J'avais jamais entendu ce mot avant. Il n'y avait plus de juifs autour de moi. Ils étaient dans l'armée, ils étaient dans la résistance ou ils étaient à Auschwitz. Il n'y avait plus de juifs autour de moi. Donc j'ai entendu ce mot la nuit de mon arrestation et j'ai entendu qu'il condamnait à mort pour un mot dont je ne connaissais pas la signification. Mais j'ai entendu aussi qu'il suffisait de se taire pour être autorisé à vivre. Donc je me suis dit, c'est facile, il suffit de se taire. Je me suis tué un peu trop longtemps. Je garde des images et des séquences de ma mère, et je garde 2 souvenirs de mon père qui s'est engagé dans l'armée française en 1939. Donc j'ai 2 clichés de souvenirs de mon père. Alors j'ai plus de souvenirs de ma mère. J'avais volé une poupée dans un magasin. Ça reste entre nous, ça. Oui, bien sûr, tu ne le diras à personne. Et j'étais parti en courant et ma mère m'a forcé à rapporter la poupée. J'ai pas compris pourquoi, mais voilà. Et puis j'ai un autre souvenir de ma mère, c'est que les Allemands devaient séduire la population française et ils sortaient sans armes, sans casque, avec les poches pleines de bonbons et distribuaient des bonbons. Et ils m'avaient donné des bonbons et ma mère m'a arraché les bonbons de ma main et les a jetés sur l'allemand. Et elle parlait l'allemand, et là, j'imagine, elle a dû lui dire des choses pas gentilles en allemand. Donc j'ai admiré ma mère, j'ai regretté les bonbons. Oui, j'étais très attiré par les métiers du cinéma, mais comme j'avais une enfance à réparer, j'ai cru que la médecine aurait une fonction réparatrice, donc je me suis obligé à faire médecine, mais ce qui m'intéresse, c'est la littérature et le cinéma. Avant la guerre, j'étais pas grand. Qu'est-ce que j'avais comme rêve ? C'était des rêves immédiats, des rêves de famille. Après la guerre, j'avais des rêves fous. C'était redevenir normal. Et ça veut dire que quand on est fracassé par la guerre, comme on le voit réapparaître aujourd'hui, la seule ambition, c'est de se remettre à vivre. Et le refuge dans la rêverie est un facteur de protection. Et je me réfugiais beaucoup dans la rêverie, c'est pour ça que j'ai lu, dès que j'ai su lire, j'ai lu comme un fou, énormément. Je crois que ça m'a préservé, parce que ça m'a présenté des mondes incroyables, des mondes où on était heureux. C'était incroyable, c'est à peine possible. Et j'avais besoin de rêver, et ensuite il a fallu se retrousser les manches pour réaliser une partie des rêves. Je ne pouvais pas aller à l'école. J'aurais été arrêté, comme dans le film de Louis Malle, un grand cinéaste, avec qui j'ai un peu correspondu d'ailleurs, pour qu'il fasse quand il faisait Adieu les enfants. Et je n'avais pas le droit, la possibilité d'aller à l'école. Donc je ne sais pas très bien où j'ai appris à lire et à écrire. Je ne sais pas très bien si je sais lire et écrire encore aujourd'hui, mais j'avais un retard énorme. Alors, pour moi, retourner au lycée, j'avais 11 ans, j'avais été quelques mois à l'école seulement, et ça a été un bonheur fou. Apprendre n'importe quoi, retrouver des copains, on faisait des choses importantes, on jouait au football, on se bagarrait, c'est important. Et je suis tombé amoureux de l'école, c'était un événement extraordinaire, la vie revenait avec l'école. J'ai compris que les hommes étaient fous et que surtout la société rendait les hommes fous. Et 82 ans, 83 ans plus tard, je n'ai pas changé d'avis, je crois que j'ai confirmé cette opinion d'enfance. La société rend les hommes fous. J'avais 11 ans, à peine, c'est-à-dire dès le début du lycée, et les professeurs demandaient, comme peut-être aujourd'hui, que voulez-vous faire quand vous serez grand ? Et j'avais complètement oublié ma réponse. Et un jour, en fouillant dans le grenier, j'ai retrouvé un vieux cartable pourri, et dedans, il y avait des copies. Et dedans, il y avait une copie où, à l'âge de 11 ans, je disais « Quand je serai grand, je serai psychiatre ». J'avais oublié. J'ai été stupéfait de retrouver cette copie, et je ne savais pas que je connaissais le mot psychiatre à l'âge de 11 ans. Mais je crois en fait que je le connaissais parce que autour de moi, on expliquait la Deuxième Guerre mondiale
par la folie d'un homme. Hitler était syphilitique, disait-on, c'est pour ça qu'il a déclenché une guerre mondiale. Et moi, dans mon esprit d'enfant, je me disais, mais s'il est syphilitique, il faut le soigner. Et si on le soigne, on empêchera les guerres de revenir. Donc j'avais compris que c'est pas la folie d'un homme qui peut expliquer les guerres, c'est la folie d'une société, c'est le langage totalitaire où on attribue, tout un peuple en difficulté attribue le savoir à un seul homme et ça lui donne un pouvoir exorbitant, celui de déclencher des guerres, comme on le voit encore réapparaître aujourd'hui. Je pensais que j'allais tout comprendre et que j'allais tout guérir. Et alors? J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup rencontré, j'ai beaucoup cherché à comprendre. J'ai parfois guéri, j'ai souvent aidé, mais je crois que je n'ai pas compris grand-chose. Alors, je ne comprenais pas le mot aider, j'aurais pas compris le mot aider, j'aurais compris le mot découvrir. Et ça, je n'ai pas changé d'avis. Découvrir les mondes mentaux des personnes. On a tous un roman dans la tête, tous. Vous avez un roman dans la tête, je suis convaincu. Et toutes les familles ont un roman familial et les nations ont des romans nationaux. Donc c'est passionnant. La littérature est passionnante et c'est à découvrir, c'est des découvertes infinies. Et je crois que ça, la psychiatrie et la psychologie m'ont apporté ça. Alors j'avais envie de vivre et de revivre. Mais pour moi, le mot réussite ne veut toujours pas dire grand-chose. Je pense que Papa Freud m'a enseigné que la réussite, c'est un bénéfice secondaire de la névrose, c'est-à-dire la réussite sociale. L'épanouissement, c'est autre chose. Mais la réussite sociale, certains hommes, quelques femmes qui s'y mettent, adorer la réussite sociale que payent les autres. C'est-à-dire que la réussite sociale, il faut être névrosé pour rêver de réussite sociale. Mais je crois qu'il faut simplement être vivant pour avoir envie de vivre et de s'épanouir. Elle est arrivée malgré moi, j'ai toujours du mal à y croire. D'ailleurs, on me dit que je suis notoire, c'est ce que vous venez de faire, mais moi je ne le sais pas. Quand je suis là avec vous, mais je ne sais pas que je suis notoire, c'est vous qui le savez, pas moi. J'avais beaucoup de copains, j'aimais beaucoup, ça m'a sauvé, j'avais beaucoup de relations. Je jouais au rugby, très mal, mais avec cœur. J'écrivais déjà beaucoup. J'avais un prof merveilleux qui m'avait envoyé au concours général de littérature. J'avais eu aucun prix, bien sûr, mais ça m'avait galvanisé. Donc, j'avais la chance d'avoir beaucoup de copains et d'aimer les relations. Je crois que c'est ça qui m'a sauvé. On était en première année de médecine tous les deux et on s'est rencontrés et on s'est rendu compte qu'on bavardait bien ensemble. Bavarder, c'est le mot important. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas de grandes théories, mais dès qu'on était ensemble, on avait plein de choses à se raconter. Je me suis dit, faire une vie avec une femme comme ça, il ne peut rien y avoir de mieux. Et 65 ans plus tard, je confirme. Moi, à ma femme, j'étais obligé de lui raconter. J'avais des comptes à lui rendre, il fallait qu'elle sache qui elle allait épouser, la pauvre. Ça veut dire quoi, des comptes à lui rendre? C'est comme si vous aviez fait quelque chose de mal? Mais voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je ne pouvais pas en parler en public parce que les gens ne me croyaient pas. Il y a eu un déni sur la Shoah qui a duré 40 ans. Hein. C'est les écrivains, c'est un cinéaste, c'est Lanzmann avec le film Shoah, c'est des écrivains avec Le Dernier des Justes, avec le guichet du Louvre. C'est ça qui a fait prendre conscience que la Shoah avait existé, parce que la France pratiquait le déni. Ce qu'on peut comprendre, il fallait se reconstruire. Et nous, en témoignant, on n'était pas très nombreux, mais en témoignant, on mettait les gens mal à l'aise. Donc ça nous faisait taire. Les gens éclataient de rire au début quand je racontais. Vous avez bien entendu, éclataient de rire, parce que ça leur parle. Où vas-tu chercher tout ça? On m'a dit ça. Arrête de te plaindre, nous aussi on n'avait pas de beurre. J'ai aussi entendu ça. Donc je me suis dit, c'est pas la peine de témoigner, les adultes ne peuvent pas comprendre.
Donc je n'ai pas pu témoigner pendant 40 ans, mais quand le cinéma, la littérature, la philosophie a changé la culture, à ce moment-là, les gens ont été très intéressés par la Shoah. Et ils m'ont donné la parole, comme vous êtes en train de le faire. Elle n'a pas posé de questions, elle s'est adaptée à ce que j'avais envie de lui dire, ou ce que j'avais la possibilité émotionnelle de lui dire. Donc, elle n'a pas extorqué de questions, mais quand je lui ai raconté de ci, de là, un petit épisode, parce que je ne pouvais pas tout raconter d'un seul coup, elle écoutait quand je lui disais, mais moi j'écoutais beaucoup ces histoires de famille qui étaient différentes, mais qui étaient aussi des romans fabuleux. Hein. Ah ben, c'était vital. Je pense même que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait médecine. C'est-à-dire que comme beaucoup d'immigrés font médecine, parce que c'est le métier qui leur permet de prendre leur place dans la société. Médecine et droit, c'est les deux métiers qui permettent aux immigrés, après l'usine et après la mine, les immigrés, les enfants d'immigrés s'intègrent par la médecine et par le droit. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est le métier où on vous appelle. C'est le métier où on compte sur vous. Donc c'est le métier qui vous invite à prendre place dans la société. Donc j'ai fait médecine parce que ma mère le voulait. Et j'ai fait médecine aussi parce que c'était un métier sécurisant. Si j'avais été équilibré, je serais devenu menuisier comme mon père, ou j'aurais fait un métier d'art visuel comme les techniciens qui nous entourent. Voilà, c'est ça. Je me disais, c'était l'époque où la seule rentrée d'argent, c'était celle des hommes. Donc il fallait qu'on fasse n'importe quel métier, puisque c'était la seule rentrée d'argent. Maintenant, les couples gagnent de l'argent. Les femmes ne sont plus dépendantes de l'argent du mari. Mais il y a 2 générations, il n'y avait qu'une seule rentrée d'argent. Donc il fallait que je fasse un métier qui me permettait d'offrir à ma famille des conditions d'existence décentes. Donc c'est par névrose que j'ai fait médecine. Non, pas du tout. J'avais eu, en devenant père, quand ma femme a été enceinte, j'avais l'impression de... D'abord, je trouvais que c'était merveilleux. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme enceinte, dans le ventre d'une femme enceinte? On l'a découvert scientifiquement. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme enceinte? C'était un mystère. Et puis, je me disais, j'avais un sentiment de beauté, de plénitude. Et quand elle a mis au monde nos 2 enfants, j'avais un sentiment d'accomplissement. Je me disais, ça y est, maintenant, j'ai une famille, j'ai un métier, une femme et 2 enfants. Il ne peut rien m'arriver de mieux dans la vie. Mais bien sûr, il fallait que je fasse un métier réparateur. C'est pour ça que je n'ai pas tenté l'aventure dans le cinéma ou dans la littérature. Dans la littérature, c'est une littérature spéciale. Hein. C'est un mode particulier. Il y a la littérature scientifique qui est rigoureuse, qui est stéréotypée et que personne ne lit. C'est-à-dire la littérature scientifique ne sert qu'à faire une carrière. Et il y a la littérature de partage. C'est les livres que j'écris, c'est-à-dire ce que j'ai réussi à comprendre grâce à l'aide des patients, grâce à l'aide des publications scientifiques. J'essaye de l'écrire de manière partageable. Donc ça, c'est une forme de littérature, mais c'est une forme de littérature qui se développe bien, parfois avec beaucoup de talent, parfois de manière un peu pittoresque, mais c'est une forme de littérature. C'est ma femme qui m'a fait ce cadeau. C'est-à-dire que c'est elle qui a décidé des choix de ses prénoms, comme ma fille a décidé de choix de prénoms pour ses enfants, des choix de prénoms d'Europe centrale, elle aussi, elle m'a fait un cadeau. Parce que ma femme et ma fille m'ont fait le cadeau de me donner une filiation que je n'avais pas. Pendant très longtemps, je ne savais pas que mon père était ukrainien. Je ne savais pas la nationalité de mes parents. C'est pour ça que je ne touchais pas de bourse. Parce qu'on me disait demander une bourse en Russie. Puisque j'ai Boris, les gens me disaient... Je dis, mais je ne sais pas où c'est la Russie. On me dit, demandez une bourse en Pologne, mais je ne connais personne en Pologne. Donc je ne touchais pas de bourse parce que je n'avais pas de filiation. Donc j'étais obligé de travailler en faisant mes études. Mais ma femme, en choisissant ses prénoms, et ma fille m'ont donné une filiation. Ma femme a donné le prénom de Natacha parce qu'au moment de son accouchement, entre 2 contractions, elle lisait Guerre et paix de Tolstoï. Et un jour, j'étais au Brésil et je vois une indienne, mais une vraie indienne, une indienne
qui me fait signer un livre, parce que j'ai une traduction au Brésil. Alors je signe le livre, elle parlait pas mal français-anglais, et je lui dis, mais je le signe pour qui? Natacha. Je lui dis, mais vous êtes indienne? Oui. Mais alors pourquoi vous vous appelez Natacha? Parce que ma mère a lu Guerre et paix au moment où elle a couché. Donc on voit que cette motivation-là, c'est une motivation littéraire, c'est ça qui donne sens. Difficilement, parce que j'avais peur de leur faire peur et de les traumatiser, et parce que j'avais peur de leur donner de leur père une image dévaluée. Donc je n'ai pu en parler qu'après m'être réparé, ce qui est une faute. Mais c'était parce que les théories de la résilience n'étaient pas travaillées. Même les théories du traumatisme n'étaient pas travaillées. Dans les années d'après-guerre, on pensait que quand quelqu'un a été traumatisé, le mot était employé par Freud pour parler de l'hystérie. Mais c'est les Américains qui ont commencé à employer ce mot après la guerre du Vietnam. Et là, quand un homme rentrait de la guerre traumatisé, on disait qu'il était faible. C'était pas un homme. Après la guerre de 14, les hommes, les soldats qui étaient traumatisés, certains ont été fusillés puisqu'ils ne pouvaient plus combattre. C'était des traîtres. Donc le traumatisme n'était pas pensé, la résilience n'était pas pensée, et j'avais peur de blesser mes enfants en leur racontant des horreurs ou en leur donnant de leur père une image non sécurisante. J'avais tort. Mais la culture m'a donné la parole, vous me donnez la parole, et mes petits-enfants, eux, me comparent à Zorro, me comparent... Ils me disent, mais papé, ils me font des poèmes, et quand ils étaient petits, ils me faisaient des poèmes où Zorro et moi ont sauvé le monde. Parce que la culture avait changé grâce au cinéma, grâce à la littérature, et je pouvais en parler sans traumatiser mes enfants et mes petits-enfants, et au contraire, la distance, la représentation du malheur par les œuvres d'art, donc partageables, ça donne à comprendre quelque chose, fait que mes petits-enfants ont reçu ça comme une aventure extraordinaire, presque un triomphe. Ils me comparent à Zorro. Donc, parce que la culture avait changé. J'en ai parlé autour d'eux, entre adultes, et j'en ai parlé en parlant de pièces de théâtre, en parlant de films. Et ils ont compris rapidement que, en fait, les comédiens étaient mes porte-paroles et que les comédiens parlaient du problème que j'avais du mal à dire, trop peu. Mes petits-enfants me posent des questions adorables. Comme quoi? Comment t'as fait? Oh, mais tu es plus fort que l'armée. Alors eux, j'aime. Un jour, j'étais à Venise et je discute avec une dame que j'ai pour amie, une Allemande, qui a passé son enfance dans les jeunesses hitlériennes et avec qui on est très amis. Ah oui. C'est une petite fille, comment voulez-vous qu'elle juge? Elle avait 7 ans quand on l'a inscrite dans les jeunesses hitlériennes. Elle a découvert la vérité longtemps après la guerre. Et on est devenus amis. Et on se promenait et on parlait, on bavardait en se promenant. Et puis je voyais un de mes petits-fils qui passait sa tête entre nous parce que ça l'intéressait beaucoup. Et ensuite, il posait des questions. Parce que pour lui, c'était une aventure. Le fait d'avoir surmonté le problème fait que pour lui, c'était une aventure extraordinaire. Alors que pour mes enfants, la culture peut-être n'aurait pas présenté ça comme une aventure, mais aurait présenté ça comme une blessure. Donc, c'est pas bien de m'être tu, mais je me suis tu parce que la culture m'a fait taire. Ben, ils me demandent pourquoi je suis fort, ils me demandent... Alors je leur dis, je suis pas si fort. J'ose leur dire, je suis pas aussi fort que tu le crois. Je crois qu'ils commencent à le comprendre. Mais ils posent des questions charmantes. Comment tu as fait tes études? Où est-ce que tu étais? Pourquoi tu connais ces quartiers de Paris? Enfin, ils posent des questions vraies, quoi, des questions qu'on pose dans les familles. Mais il a fallu longtemps pour refaire une famille normale. Mais si, forcément, il ne peut pas ne pas y avoir d'impact. Le silence, dire à un enfant, dans tes origines, il y a cette tragédie, il y en a d'autres, hein, ben, ça ne peut pas ne pas avoir d'impact. D'ailleurs, ils sont tous les deux très militants et ils s'identifient à tous les persécutés du monde. Ils veulent voler, mes petits-enfants aussi,
Enfin, ils veulent voler au secours de tous les malheureux du monde. Bien sûr que ça a un impact, mais ils en font quelque chose de constructif. Ben, Dieu n'a pas voulu de moi, c'est-à-dire que je ne l'ai jamais rencontré. Il ne m'a jamais appelé, puisqu'il paraît que c'est lui qui décide. Donc il a décidé de ne pas m'appeler, et je vis un monde mental sans Dieu. Ça ne veut pas dire sans morale, mais j'ai une morale laïque. Je n'ai pas le sentiment sacré, mais pour moi, ce qui est sacré, c'est la vie humaine. Toute la vie, c'est la vie tout court, la vie humaine, la vie des animaux, la vie, tout ce qui est vie est sacré. C'est un miracle, donc c'est une forme de transcendance. Mais ce n'est pas une transcendance sacrée, c'est une transcendance laïque. Et on peut avoir accès à la transcendance laïque quand on est admiratif de la nature, par exemple, quand on est émerveillé par le fait simplement d'être vivant. Je n'ai pas besoin de l'idée de Dieu pour m'émerveiller de la vie. Non, je n'ai pas été élevé du tout dans la religion juive. J'ai découvert que j'étais juif le jour de mon arrestation. J'avais jamais entendu ce mot avant. Il n'y avait plus de juifs autour de moi. Ils étaient dans l'armée, ils étaient dans la résistance ou ils étaient à Auschwitz. Il n'y avait plus de juifs autour de moi. Donc j'ai entendu ce mot la nuit de mon arrestation et j'ai entendu qu'il condamnait à mort pour un mot dont je ne connaissais pas la signification. Mais j'ai entendu aussi qu'il suffisait de se taire pour être autorisé à vivre. Donc je me suis dit, c'est facile, il suffit de se taire. Je me suis tué un peu trop longtemps. Parce que, d'abord, le traumatisme est fréquent, les épreuves sont inévitables, et que quand je réfléchis avec l'aide de mes patients, quand je réfléchis à ce qui leur est arrivé, en fait, ça nous invite à réfléchir à la condition humaine. Chacun de mes patients parlait de la condition humaine. Ce que mes patients m'ont permis de comprendre touche tout le monde. C'est-à-dire que c'est un problème profondément humain. Comment fait-on pour arracher des moments de bonheur? Comment fait-on pour... Le malheur vient tout seul. Le bonheur, il faut aller le chercher. Et donc, comment fait-on pour arracher des moments de bonheur? Tout le monde se pose cette question. C'était mal conscient, je pensais à revivre, mais c'était mal conscient. Aujourd'hui, parce que la question que vous posez est la question logique, mais quand on est enfant blessé, on ne se pose pas des questions, on se débat. On ne pose pas des questions logiques comme un adulte. On se débat, donc je me débattais en aimant l'école par bonheur, en aimant les copains par bonheur, donc j'avais les capacités, j'avais acquis les facteurs de protection qui me permettaient de me débattre, mais je n'avais pas le sens qui était donné à ma vie, c'était devenir psychiatre pour comprendre ce qui s'est passé. Donc ça fait lire, ça fait rencontrer, ça fait voyager, et finalement ça a donné sens à ma vie. Étrangement, oui. J'avais complètement oublié aussi, mais un jour j'ai retrouvé un ami de lycée, on devait avoir 13 ou 14 ans, et il me dit, mais comment tu envisages ta vie d'adulte? Je lui dis, moi c'est facile, je serai psychiatre, j'habiterai au bord de la Méditerranée, j'écrirai des livres. Je verrai la mer à travers des pins et des mimosas. Et ça s'est réalisé. Alors là, si c'est pas de la magie, ça, donc ça s'est réalisé parce que j'ai, comme par hasard, passé des concours hospitaliers à Marseille. Devinez pourquoi. Parmi les postes que je pouvais choisir, j'ai choisi ceux qui n'étaient pas trop loin de la mer. J'en ai choisi aussi un dans la montagne, mais dès que j'ai été interne dans un hôpital de montagne, dont je garde un très bon souvenir, mais mon rêve, c'était d'être au bord de la mer. C'est important d'avoir un mythe à réaliser, d'avoir un rêve à réaliser. On le réalise, il donne une direction. Il faut avoir une étoile du berger. Il faut avoir une utopie. Mais il faut que cette utopie reste dans le ciel. Parce que quand les utopies descendent sur Terre, elles sont souvent criminelles. Parce que l'utopie, ça donne une direction. Et puis ensuite, il faut bien s'adapter au réel.
Et le réel, il n'est pas toujours glorieux. J'ai eu ma part d'échecs, comme tout le monde. À l'internat, je n'ai pas été très bien reçu. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'étais dans un petit hôpital au lieu d'être dans un CHU. Mais j'étais très heureux dans ce petit hôpital.